Bon, on va faire donc ce que l'analyse réalisée par Courant, Friedrich et Lewis en 1928. Ils ont décidé de prendre une perturbation quelconque et de voir si elle grandit. Alors la perturbation quelconque, ils l'ont écrite sous la forme suivante. Ils ont dit qu'ils avaient un vecteur U à une itération quelconque n et où on avait les composantes i. Et ce vecteur, on va l'écrire sous la forme suivante. Une amplitude multipliée par une exponentielle avec le nombre complexe i. Donc ça, c'est le nombre complexe. Tandis que le i rouge, c'est l'itération, c'est l'indice spatial plus exactement. C'est l'indice spatial. Donc les deux i n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Mais j'ai pas envie de changer mon i en autre chose, donc on va le faire comme ça. Fois un k, qui est un nombre d'ondes quelconque. Quelconque, voilà. Ok. Et celui-là est multiplié par un grand X, la position petit i. Alors, tu vas me dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment une perturbation quelconque? Ben oui, l'idée de base, c'est, tu as une solution comme ça, voilà, voilà, c'est une solution, et à ça, tu rajoutes une petite perturbation quelconque. Voilà la perturbation quelconque. C'est biou, biou, ça c'est la perturbation. Et on voudrait que cette perturbation ne grandisse pas. Donc ça, c'est une perturbation arbitraire. Alors, ce que tu vas faire, c'est tu vas dire que cette perturbation arbitraire comme ça, ce truc-là, tu vois, ce machin-là, biou, 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 eh bien, on va le décomposer, comme on a fait pour la solution analytique de notre problème de poisson, là. Tu te souviens, à l'épisode 1, en une série, donc on va dire que ce truc-là, c'est égal à une combinaison de toutes les fréquences possibles, donc de ça, plus youbidou, une fréquence comme ça, plus une fréquence comme ça, et toutes les fréquences possibles imaginables. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va prendre une de ces fréquences, n'importe laquelle, de manière arbitraire. On choisit une fréquence arbitraire, à la fois de manière totalement arbitraire. Ça, c'est mon cas quelconque. Et si c'est stable pour n'importe quel cas, c'est donc stable pour tous les termes qui sont là. Si ça sera stable pour tous les termes de la décomposition. Et donc, si c'est stable pour tous les termes de la décomposition, c'est stable pour n'importe quelle composition de toutes ces fréquences. Et donc, c'est bien stable pour n'importe quelle perturbation. Parce que tu dis, oui, mais enfin, c'est une perturbation comme ça qui est oscillante. Est-ce que c'est vraiment quelconque? Oui, parce que la fréquence est quelconque. Ok? Donc, on prend cette perturbation quelconque et ce qu'on voudrait, c'est que quand on met cette perturbation quelconque dans le système discret, son amplitude, et l'amplitude, c'est ce coefficient-là, ça, c'est l'amplitude, son amplitude doit diminuer en fonction du temps. Ok? Donc ça, c'est l'amplitude. Alors, ce que j'ai expliqué ici est résumé sur le slide suivant. Je pense que j'ai dit ça correctement. Donc, vous voyez bien,
il y a l'indice spatial, et l'indice spatial, ce n'est pas la même chose que le nombre imaginaire. Et on va regarder quelques cas. Alors regardez les cas, chaque fois que tu augmentes les cas, et j'ai pris ici un espace discret de taille 11, donc j'ai pris 13 degrés de liberté, 11 degrés de liberté, donc il y a 9 inconnus à l'intérieur, et j'ai considéré les 9 premiers cas. Et voyez, les 9 premiers cas, c'est un sinus qui monte de plus en plus élevé. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on n'indique pas le cas suivant? Parce qu'en fait, le cas suivant, quand je le regarde au niveau discret, c'est-à-dire au niveau des points rouges, le système discret ne verra pas la différence entre celui-là et k est égal à 1. C'est le phénomène d'aliasing. Regarde bien le dernier graphe là, celui-ci. À partir du point rouge, c'est à peine si on devine encore la solution. Voyez, c'est ce qui est lié à la théorie d'échantillonnage. Plus le signal est haute fréquence, moins on le voit avec la discrétisation, les points rouges. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je mets ces perturbations et je les mets dans l'équation. Et je calcule la nouvelle valeur, celle qui est obtenue par bêta A fois U. Et voyez que quand je fais ça, je constate que progressivement, cet incrément, c'est-à-dire la solution pour les basses fréquences, est fortement diminué. Et le cas le plus critique, c'est celui à haute fréquence. Celui à haute fréquence, c'est celui-ci. Et celui-ci, tu observes que les points verts sont les points rouges multipliés par un facteur 1,9. Quasiment la valeur maximale autorisée pour que le système soit stable. Donc tu remarques aussi que quand il y a une instabilité, elle interviendra toujours avec les hautes fréquences. Ça va être des oscillations sur les points à haute fréquence. Ça va pas être des oscillations à basse fréquence. Alors, c'est quoi ces perturbations? On a un espace discret de dimension 9, on a un nombre de vecteurs de base de 9. Ces vecteurs de base, ils sont indépendants. On peut écrire n'importe quelle perturbation comme une combinaison linéaire de ces vecteurs de base qui sont en fait les vecteurs propres de notre opérateur. Parce que quand on applique la matrice sur ces vecteurs, regarde bien, la forme n'est pas déformée. En fait, on a trouvé la forme des vecteurs propres de notre matrice discrète. D'ailleurs, on peut calculer les valeurs et les vecteurs propres de notre matrice. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement les mêmes valeurs et les mêmes vecteurs. Et donc, en montrant ces perturbations en termes d'exponentielle imaginaire, j'ai obtenu mes valeurs et mes vecteurs propres de mon système. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer, dessiner les vecteurs propres? Voyez, j'ai mis ici quelques petites lignes de commande Python et je vous ai donné le programme Python qui permet d'obtenir le classement, le dessin des vecteurs propres de mon système. C'est juste pour l'information. Le programme est disponible sur le site web de Noteworry. Alors, est-ce que c'est vraiment cela? Oui, on peut comparer. On a bien les valeurs et les vecteurs propres. Alors maintenant, il reste à faire l'analyse de la stabilité. Parce que là, j'ai toujours utilisé Python pour remarquer que j'avais obtenu les vecteurs propres. Alors, qu'est-ce qu'a fait notre ami courant et al? Alors, il a repris l'équation d'évolution. Regarde, tu prends l'équation d'évolution de notre système. Et l'équation d'évolution, elle dit que UIN plus 1 est égal à UIN plus bêta UIN moins 2. Alors UIN moins 1
Attends, tu peux bien te concentrer, Vincent, sinon tu vas raconter n'importe. Plus UI plus 1 N moins 2 UI N. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas remplacer UIN, UIN plus 1, etc. par ma perturbation. Ma perturbation, tu te souviens que j'avais écrit que j'avais un truc du style UIN était égal à UN exponentielle, on est d'accord, de IKXI. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va noter que ce truc-là, c'est UN plus 1 fois l'exponentielle de IKXI. Et ça va être égal à UN exponentielle de IKXI plus bêta fois UN. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on doit calculer l'exponentielle de I moins 1. Et là, il y a une petite astuce, toute petite astuce, c'est que ce truc-ci, on peut l'écrire comme l'exponentielle de IKXI et l'exponentielle de moins I K delta X de la façon d'obtenir XI moins 1. Alors, plus l'exponentielle de IKXI. Et maintenant, je dois évaluer dedans, donc j'ai un terme ici supplémentaire qui est exponentielle de IK delta X, hein, parce que XI plus 1, c'est XI plus delta X, on est d'accord, moins 2, l'exponentielle de IK grand XI. Et on ferme la parenthèse. Alors, tu observes immédiatement, ça c'est piece of cake, pilou, tu observes immédiatement que ce terme-là, je peux l'éliminer avec ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, et j'obtiens maintenant, pilou, que UN plus 1 est égal à UN, ouvrez la parenthèse, 1 plus bêta, ouvrez la parenthèse, l'exponentielle de IK delta X, moins plus l'exponentielle de moins IK delta X, moins 2. Alors, tu peux noter sur une petite feuille de papier que l'exponentielle, ça, c'est fondamentalement 2 fois le cosinus de K delta X. Ok? Et alors, maintenant, la question, c'est quand est-ce que le cas va être le plus défavorable? C'est-à-dire, pour quel cas ça va être le plus défavorable? Eh bien, le plus défavorable, c'est en valeur absolue. C'est d'avoir la valeur absolue de UN plus 1, qui est égale à la valeur absolue de UN, fois 1. Et alors, le truc le plus négatif, c'est que le cos, là, il vaut moins 2. Donc tu choisis delta x de telle manière à ce que ce truc, plus exactement, tu choisis le k de telle manière à ce que le delta i cosinus de k delta x vaut moins 2. Donc, c'est ici que je vais te dire, en choisissant le cas le plus défavorable. Le cas où le facteur d'amplification de l'erreur
le facteur qui va augmenter va être le plus grand possible. Et il va être le plus grand possible si tu obtiens ici moins 4 bêta. Parce que, évidemment, tu prends en valeur absolue. Donc, il faut que le coefficient devant le bêta soit le plus grand possible. Si tu prends, par exemple, cos qui vaut 0, tu vas obtenir 1 moins 2 bêta. Mais ça, c'est moins méchant. Ce qui est le plus méchant, c'est 1 moins 4 bêta. Parce que ce que tu veux, c'est que ce truc-là, 1 moins 4 bêta, pour que ça soit stable, ça doit être inférieur à 1. D'accord? Ce qui veut dire que ceci doit être compris entre moins 1, 1 et moins 4 bêta sur 1. D'accord? Et tu vois tout de suite que la condition va être la plus critique. C'est où? Ben, c'est ce côté-ci. Et donc, tu vas obtenir que 4 bêta doit être inférieur à 2. Et donc, tu obtiens finalement que bêta doit être inférieur à 1,5. Et donc, tu vois que ça, c'est la condition CFL que j'ai obtenue sans faire usage de Python en faisant uniquement de l'algèbre. Et donc, vous voyez, les deux approches sont exactement équivalentes. Alors, vous voyez, j'ai fait un peu d'algèbre. C'est tellement peu d'algèbre que j'ai prévu une deuxième page, mais c'est rien. Donc, on met ici bêta inférieur à 1,5. Voilà, on l'encadre. C'est une condition absolument remarquable de stabilité. Voilà, et c'est la condition de mon ami. Il y en a 3 qui se sont mis à le faire ensemble. Donc 3 savants, voilà. Hein, ils se sont partagés la contribution. Voilà l'un, le suivant. On va supposer qu'il a une grosse barbe comme ça, voilà. Ici, là c'est un barbu. Voilà. Comme ça c'est le numéro 2. Et le numéro 3, il a des lunettes comme ça, il rigole pas. Il est sinistre à mort, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le troisième. C'est la condition CFL de courant Friedrich et Lévy, si je pense que j'ai orthographié ça correctement. Alors, voilà, j'ai fait un peu d'algèbre et j'ai trouvé, alors ouais, tu vois, là, c'est W. Yabidou. J'ai trouvé la condition de courant Friedrich, etc. Alors, il y a un truc que tu dois faire gaffe. Vous allez le faire avec vos tuteurs. Il y a un truc où, en général, il faut faire gaffe. C'est pas toujours évident de trouver le cas le plus défavorable. Et souvent, vous mettez n'importe quoi. Parce que c'est une question que l'enseignant adore poser le jour de l'examen. C'est faire une analyse de stabilité. Et souvent, vous arrivez à faire le calcul, et là, vous dites n'importe quoi. Alors, il me reste à dire le dernier point essentiel de ce cours, c'est the so-called stupid single student behavior law, the le SSB law. Alors, the stupid single student behavior est le suivant. Vous allez repérer que vous allez maintenant passer, bon, c'est peut-être un peu tard, mais on peut quand même y penser, vous allez commencer à étudier méthode numérique. Et on va mettre 2 temps. Ça, c'est l'effort, le temps, l'effort ou le temps consacré à une partie du cours. Voilà, voilà, voilà. Et ceci, c'est les pages du syllabus. Donc on commence à la page 1, et je pense, je ne sais plus très bien, mais on va dire qu'il y a 120 pages. Ok? Alors en général, la plupart des étudiants, tu vas me dire que c'est logique, que c'est relativement naturel, on commence à la page 1. Ah oui, un livre, on commence à la page 1. Et au début, on est plein de bonnes résolutions, on passe du temps, on essaye de comprendre. Et puis progressivement, le temps commence à manquer.
Et donc, on va passer de moins en moins de temps. Voilà, voilà, voilà. Et on passe de moins en moins de temps. Puis, à un moment donné, on se dit, oh là là, j'ai plus le temps. Et on fait ce qu'on appelle une impasse. Et on se dit, la fin, du coup, ouais, c'est pas très important. J'ai quand même étudié 80% de la matière. Donc, je devrais réussir. Hein, j'ai étudié les 10 premiers cours, mais pas le dernier. Ouais, le dernier, c'est pas très important, c'est le dernier cours. Mais le problème, c'est quelle est la probabilité que l'enseignant pose une question sur une matière. Donc ça, c'est le temps consacré à une partie du cours. Donc fondamentalement, vous passez beaucoup de temps au début du cours, puis vous vous êtes déjà... Et la probabilité qu'il y ait une question sur une partie du cours, elle obéit à une loi de type exponentiel. Ça, c'est la probabilité d'avoir une question. En d'autres mots, le contenu de ce dernier podcast, c'est celui sur lequel la probabilité d'avoir une question est la plus élevée possible. Eh oui, c'est le dernier truc, le saint du saint. Donc la condition CFL, l'analyse de la stabilité. Le prof adore ça. Il pose ça systématiquement. Donc c'est con de faire l'impasse dessus. Et regarde bien maintenant la courbe rouge et la courbe verte. Ça c'est the so-called stupid single student behavior law. Les étudiants passent le maximum de temps sur le truc où il y a le minimum de probabilité d'avoir une question et ils passent le minimum de temps sur la partie de la matière où il y a le maximum de probabilité d'avoir une question. Donc évidemment, c'est sûr que c'est pas une mauvaise idée de commencer par la page 1. Mais quand t'es arrivé à la fin, tu reprends tes notes de cours, tu commences par la fin et tu reviens vers l'arrière. Et tu passes plus de temps sur la fin que sur le début. Parce que je te le dis, je te l'annonce, je te le préviens, je te le dis avec délicatesse, finesse et gentillesse. C'est sur la fin qu'il y aura des questions le jour de l'examen, pas sur le début. Et voilà, ça, c'est la corrélation du SSBL. La corrélation du SSBL, version 2019. C'est comme la loi de l'offre et de la demande. La probabilité de voir une question, c'est ça. Le temps que vous consacrez. Hein? C'est ça. Ça, je fais l'impasse. Hein? J'ai pris du retard. C'est un peu comme le prof quand il fait le dernier podcast le matin à 8h du matin quand vous devez suivre le cours à 8h30. Il commence à faire n'importe quoi. Eh bien, c'est pareil. Et donc, retiens bien, la fin du cours, c'est ce qu'il y a de plus important, les gaminets. Voilà, c'est la conclusion du cours de méthode numérique, le dernier podcast. Je vous souhaite un excellent blocus. Vous avez encore une petite séance d'exercice avec vos tuteurs. N'oubliez pas de les remercier comme il convient, parce que si vous réussissez le cours de méthode numérique, in fine, c'est grâce à eux, c'est pas grâce au prof, parce que moi, je raconte n'importe quoi. Ceux qui vous expliquent vraiment la matière, c'est vos tuteurs. Allez, on se retrouve dans quelques temps pour de nouvelles aventures en mécanique des fluides, en éléments finis, en des tas de matières puantes sur lesquelles vous allez encore vous amuser comme des petits fous.